Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur BFM TV News et compagnie avec à la une, non, il n'y a pas eu de défaillance de l'État dans la gestion du défilé syndical du 1er mai à Paris. Édouard Philippe l'a martelé ce soir au micro de Routel Krief. Le chef du gouvernement évoque de possibles dissolutions d'associations. Il ne les nomme pas, il n'en précise pas le nombre pour autant ce soir. Réaction du coup pendant une heure ensemble sur ce plateau, à droite, à gauche, également avec l'analyse de nos invités. Bonsoir Jordan Bardella. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes porte-parole du Front National, vous avez écouté attentivement le chef du gouvernement. Vous allez nous livrer votre réaction dans un petit instant. Michel Soudé, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint à Politis, merci d'être avec nous. Bruno Jeudi, vous êtes évidemment notre éditorialiste politique sur BFM TV. On va vous interroger évidemment. Et puis on sera avec Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord depuis Lille. Dans un petit instant, Laetitia via La République En Marche sera avec nous également en deuxième partie. D'abord le journal de Rachid Embarki. Bonsoir Rachid. Bonsoir Nathalie. Édouard Philippe nie toute défaillance de l'État lors des débordements hier à Paris. En aucune façon il y a eu défaillance de l'État, a martelé le Premier ministre sur BFM TV, ajoutant qu'il n'excluait pas de demander la dissolution de certaines associations pour éviter de nouvelles violences. On peut dissoudre, en droit français, une association de fait. L'intérêt, c'est que dès lors que vous dissolvez une association de fait, vous avez une base juridique pour, lorsqu'elle se reconstitue, pénaliser ceux qui la reconstituent. Et je n'exclus pas que nous ayons à prendre ces décisions. Je n'exclus pas et je n'exclus en aucune façon. Régulièrement, il arrive que la République le fasse, souvent pour des mouvements d'extrême droite, souvent pour des mouvements d'extrême gauche, car vous aurez remarqué que les extrêmes en la matière ont une très grande brutalité et un respect de la loi qui est totalement inexistant. Ils sont toujours très choqués quand de l'autre côté on ne respecte pas la loi, mais quand c'est eux, ils trouvent ça très bien. Je ne m'interdis en rien de proposer au président de la République de le faire, bien entendu. Voilà, et sachez que ce soir, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête du chef d'association de malfaiteurs formés en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis d'au moins de 5 ans de prison. En attendant, les gardes à vue de 43 casseurs présumés ont été prolongés ce soir. 3 autres ont été déférés. En revanche, les gardes à vue de 2 majeurs et 5 mineurs ont été levés, dont celle du jeune homme qui a répondu aux questions d'Amélie Rosic. Il nie ce qui lui a été reproché. Le motif, c'était participation à une manifestation avec des armes, enfin avec une arme quoi. Et du coup c'était complètement faux, moi j'étais là, j'étais pas du tout d'accord. Ils vous ont lâché? Ensuite ouais, ils nous ont lâché, mais après pas tout à fait parce que du coup moi personnellement il y en a d'autres dans ce cas-là. Ils ont récupéré nos vêtements, moi mes 2 vestes et mon kawaii pour pouvoir faire des tests d'hydrocarbures pour être sûr ou non si on fait partie des gens qui ont cramé le McDo et le Renault quoi. Bon après on verra bien, moi je sais que j'en fais pas partie, je m'en fous. 7 Français sur 10 pensent que les syndicats et les partis de gauche devraient s'allier pour s'opposer au gouvernement. C'est le résultat d'un sondage ELAB pour BFM TV. En revanche, 6 Français sur 10 se prononcent contre une alliance de la France Insoumise avec d'autres mouvements politiques. 46% des personnes interrogées estiment qu'aucun parti actuellement n'incarne l'opposition à l'exécutif. Les cheminots reprennent leur grève qui a commencé dès ce soir et pour les 2 prochains jours. Pour demain, la direction prévoit un TGV et un Transilien sur 2 TER sur 5 et à l'Intercité sur 3. Ce sera le 13e jour de cette grève en pointillé. Les joueurs de l'Olympique de Marseille ont pris leur quartier à Salzbourg. Ça y est, c'est fait. Auparavant, ils avaient participé à un entraînement à Marseille, entraînement à l'issue duquel ils ont été acclamés par des centaines de supporters venus les encourager avant leur demi-finale retour de la Ligue Europa. Toute la ville espère bien sûr qu'ils gagneront leur ticket pour la finale. Demain, notez qu'il y aura 2 éditions spéciales autour de cette rencontre sur BFM TV à 21h50, d'abord à la mi-temps, avec Jean-Baptiste Boursier et les consultants football de BFM TV. Et puis bien sûr au coup de sifflet final pour débriefer cette rencontre en espérant, Nathalie, une qualification. Mais bien entendu, on sera attentif. Rachid, la météo également demain. Bien demain matin, de faibles pluies de l'Aquitaine au Massif central et ainsi qu'au Grand Est. Les pluies seront un petit peu plus marquées dans le sud-est et particulièrement sur la Corse. Ailleurs, le temps sera ensoleillé avec des températures matinales de 3 degrés à Nantes à 15 degrés à Nice.
Merci Rachid, vous revenez à 21h30, évidemment, avec un nouveau journal complet. On débriefe évidemment ce soir la prise de parole d'Édouard Philippe qui répondait à Ruth Elkrief ce soir à 19h30, après les débordements hier en plein cœur de Paris à l'occasion de cette manifestation du 1er mai. Merci d'être avec nous Jordan Bardella, merci Michel Soudé, Bruno Jeudi évidemment, et puis Hugo Bernalicis dans un petit instant. D'abord à nos éditorialistes, Bruno Jeudi et avec vous Michel Soudé, comment vous avez reçu la prise de parole d'Édouard Philippe ? 19h30 aujourd'hui, 24 heures donc après ces débordements, un peu plus d'ailleurs que 24 heures après ces débordements, il annonce deux choses. Il dit pas de défaillance de l'État, il s'en défend, et dissolution possible prochaine, on ne sait pas quand, comment, quoi, qu'est-ce. Écoutez, sur la défaillance de l'État, j'aurais tendance à être assez mesuré. J'étais sur place, parce que j'aime bien être sur le terrain, voir comment les choses se passent. Il avait été annoncé effectivement qu'il risquait d'y avoir des troubles graves à l'ordre public. J'ai vu ce Black Bloc, ce cortège de tête se former, avec à l'intérieur le Black Bloc, puisque le cortège de tête, c'est des tas de gens qui sont non affiliés au syndicat et qui se mettent devant. Ensuite, à l'intérieur, il y a un groupe qui se constitue, qui commence à s'habiller. Quand ils partent à la manifestation, la police déjà ne peut plus réagir sans créer des blessés graves. Pourquoi ? Parce que derrière ce cortège, il y a des gens en rang extrêmement serré. Et quand il y a eu la nécessité de refluer sous les gaz lacrymogènes, personne ne pouvait courir. Donc il y aurait eu des charges, il y aurait eu des tentatives d'arrestation dans le cœur de ce cortège, ça serait extrêmement mal passé. Donc ils ont attendu, ils ont laissé faire un certain temps, et ils ont petit à petit essayé de les séparer du restant des manifestants. Je pense que le fait qu'on ait peu de blessés, 4 au total, contrairement à ce qui s'était passé l'année dernière, 168 blessés, je rappelle, l'année dernière, dont un CRS très grièvement brûlé. Là, on peut que se réjouir de la modération des forces de l'ordre sur... Donc la stratégie finalement du gouvernement, cette forme d'attentisme, hier, elle a été utile. Oui, je pense qu'elle a été utile de ce point de vue. Alors, je vais vous faire réagir Bruno Jeudi dans un instant. Évidemment, je voudrais votre réaction, Jordan Bardella, précisément sur ce qu'a dit ce soir Édouard Philippe. Pas de défaillance de l'État. Il y aura, on ne sait pas quand, comment, mais il y aura des dissolutions de ces associations. Est-ce que c'est une réponse ce soir qui vous semble suffisante sur l'absence de carence d'État sont totalement hallucinants. Monsieur Philippe va devoir nous expliquer comment est-ce que 1200 Black Blocs organisés de manière très militaire, avec des cagoules, avec manifestement des armes, ont pu se retrouver en tête de cortège. Cela, il va falloir qu'il le justifie. À l'heure où, pardon, mais dès le matin même... C'est pas une première, dès le matin Jordan même, Bardella. et malheureusement, ce n'est pas une première. Les Black Blocs dans les manifestations, dès le matin on connaît ça depuis des années. Ces associations et ces groupuscules d'extrême gauche, parce qu'il faut les appeler par leur nom, ces voyous d'extrême gauche ont appelé à la manifestation, ont appelé à se mobiliser, ont appelé à en découdre avec les forces de l'ordre, à s'en prendre au mobilier urbain. Vous avez raison de le souligner, ce n'est pas la première fois. Et ça fait des années que ces groupuscules d'extrême gauche bénéficient d'un laxisme absolument inouï en la matière. Ça a été vrai sous les gouvernements de François Hollande. Et je dirais même une certaine forme de complicité des différents gouvernements. Là, alors, moi, le gouvernement aujourd'hui d'Édouard Philippe ferme les yeux, c'est ce que vous dites ? En l'occurrence, moi j'attends de voir la réaction de ce gouvernement. Mais en l'occurrence, les gouvernements précédents ont été totalement laxistes et ont fermé les yeux, oui, sur les agissements de ces milices d'extrême gauche. Pourquoi il y aurait laxisme de ces milices d'extrême gauche ? Lorsque Manuel Valls a organisé la dissolution de certains groupuscules d'extrême droite suite à l'affaire Clément Méric et Esteban Murillo, je n'ai pas entendu le gouvernement précédent s'en prendre à ces milices d'extrême gauche qui s'en prennent régulièrement aux forces de l'ordre, qui cassent le mobilier urbain et qui s'en prennent régulièrement à nos centres-villes. Donc moi j'attends de voir la réaction du Premier ministre, mais que le Premier ministre commence par nous dire qu'il n'y a eu aucune carence d'État, eh bien moi cela m'inquiète. Mais ces carences d'État qu'on voit là sur la question des antifas et des milices d'extrême gauche, on la voit régulièrement, notamment sur les affaires des attentats, où systématiquement les auteurs sont connus. Enfin, je veux dire, il y a quand même des graves. Vous avez vu qu'on l'a dit, 4 blessés. On l'a dit, et Michel Soudé était dans le cortège hier. 4 blessés seulement. On aurait pu déplorer beaucoup plus, des victimes beaucoup plus lourdes. On voit bien que, d'une certaine manière, la stratégie
du gouvernement de ne pas envoyer les forces de l'ordre au contact avec les Black Blocs a peut-être d'une certaine manière été payante. Mais je ne crois pas que. Je crois que effectivement nos forces de l'ordre ont eu un comportement encore une fois exemplaire. Maintenant, cela n'enlève rien au fait qu'aujourd'hui dans notre pays, il y a des fauteurs de troubles professionnels, des groupuscules d'extrême gauche organisés qui viennent dans des manifestations généralement organisées par la gauche, notamment par la CGT. Mais si vous voulez, quand la CGT publie régulièrement des affiches vous assimilez la CGT avec les Black Blocs? C'est ça? C'est l'aujourd'hui ce que je dis, si vous voulez, c'est que je trouve qu'il y a une certaine porosité entre la gauche française et ses milices d'extrême gauche. À partir du moment où vous avez des syndicats comme la CGT qui régulièrement organisent des campagnes d'affichage anti-flics en dénonçant telle ou telle violence policière totalement infondée, eh bien je crois oui que par leur discours et par leur attitude, il y a une porosité entre l'extrême gauche politique française et ses milices ultra-violentes. Bruno Jeudi, à la fois ce que nous dit là Jordan Bardella, ce qui renvoie un peu la balle finalement à ce qu'a dit hier Jean-Luc Mélenchon, à savoir qu'il y avait dans ces cortèges de Black Bloc des gens d'extrême droite. Il s'est rétracté ce matin à l'antenne de RMC BFM TV. Écoutez, d'abord, je pense que le Premier ministre ce soir, sur le fond, a justifié sa stratégie policière qui était peut-être la bonne, mais qui, à l'arrivée, même s'il n'y a pas peu de victimes, est quand même une stratégie ou du tous perdant dans cette affaire. C'est-à-dire les syndicats ont eu leur manifestation de confisquer. Le gouvernement s'est retrouvé avec des images pendant des heures et des heures où il n'y a pas eu, au fond, une prise de parole hier soir. Et au fond, ce soir, c'était plutôt, j'allais dire, un peu une séance de rattrapage. Plutôt réussi d'ailleurs de la part du Premier ministre. D'ailleurs, il a mis en garde les organisateurs des manifestations de samedi assez vertement, notamment sur la manifestation baptisée La Fête à Macron, organisée par notamment le député François Ruffin. La France Insoumise. Je pense qu'il a raison, il y a les mots ont un sens et le Premier ministre a insisté sur ce point-là. Et il a même envisagé de la dissolution de certains groupes. Maintenant, il faudra voir la faisabilité de ça, parce que les Black Blocs à dissoudre, les anarchistes, ils sont pas vraiment organisés en association. Quant à Jean-Luc Mélenchon, lui aussi était en séance de rattrapage ce matin, parce que son tweet scandaleux d'hier soir était quand même assez incroyable. Il s'est un peu perdu. Mais ce matin, par contre, il a plutôt bien corrigé le tir et mis... en faisant la leçon aussi. En faisant la leçon, mais quelque part en indiquant aussi un peu, en parlant un peu du profil de ces Black Blocs. Juste, Michel Soudet, juste un mot avant de rejoindre Hugo Bernal ici, pour pas qu'il trépigne, député de la France Insoumise du Nord. Juste sur, effectivement, quand Édouard Philippe nous dit on envisage la dissolution de ces groupes, de ces associations. Est-ce qu'il y a une faisabilité là-dedans? Est-ce que c'est pas juste une manière de noyer le poisson? Parce qu'il n'y a pas de hiérarchie, pas de hiérarchie. On peut toujours essayer de dissoudre des associations de fait comme il le propose. Quelle est la portée? Je pense que la réponse à ce phénomène qu'on peut voir depuis l'état d'urgence et les interdictions des manifestations de la COP21, où on voit un cortège de tête qui grossit avec des jeunes en noir qui viennent pour casser. Les Black Blocs, c'est plus ancien quand même, Michel. Oui, mais en France, c'est depuis la COP21. Ça répond... Non, mais justement, la réponse n'est pas technique, elle n'est pas uniquement dans le maintien de l'ordre. La réponse, c'est de redonner toute sa place au corps intermédiaire. On ne peut pas mépriser les syndicats, refuser de discuter, de négocier véritablement avec eux et ne pas engendrer ce type de phénomène. On ne peut pas légitimer la violence de cette manière. Ce n'est pas justifié. Chacun son tour. Ce n'est pas justifié, c'est expliqué. À partir du moment où le gouvernement s'assoit sur les corps intermédiaires, et tout le monde le dit, y compris Laurent Berger, eh bien, vous mettez... Mais le pouvoir précédent discutait avec les corps intermédiaires, et il y avait déjà les Black Blocs. Il imposait ses réformes, mais il ne discutait pas. Ça date pas d'hier, souvenez-vous de la loi El Khomri. C'est la loi El Khomri, elle a été imposée à coup de 49.3. Moi, le type de propos que vous tenez, c'est les propos que j'ai entendus hier avec les responsables de la France Insoumise avec lesquels j'ai débattu. En fait, on sent cette espèce de gêne et ce besoin systématique de trouver une excuse et de justifier la violence en expliquant que c'est parce que tel ou tel syndicat ne peut pas s'exprimer. Donc effectivement, le gouvernement a une manière très autoritaire de gouverner. Effectivement, les syndicats ne sont plus représentatifs aujourd'hui d'une immense majorité de Français dans le pays, mais rien ne justifie que des racailles d'extrême gauche s'en prennent aux commerçants,
s'en prennent au mobilier urbain, insultent et caillassent nos forces de l'ordre. Je ne justifie pas, j'explique. Vous pouvez penser comme Manuel Valls, Vous légitimez. qu'expliquer, c'est justifier. Dans ce cas, vous renoncez à penser, c'est le propre de votre mouvement politique mais c'est en ce qu'il a général. dit, Monsieur Soudé, Michel Soudé, et ça va être l'occasion aussi de faire intervenir Hugo Bernalicis. C'est aussi, tiens, écoutez, Édouard Philippe, c'est d'une certaine manière ce qu'il a dit, à savoir qu'il y avait peut-être une manière de légitimer cette violence, de fermer les yeux. Écoutez. Je dis que tous ceux qui détiennent une responsabilité par leur mandat, par leur fonction, doivent faire toujours attention à ce qu'ils disent. Car ce qu'ils disent a un poids, a une portée. Et quand vous dites « faisons la fête à Macron », ça peut être très joyeux, très festif, ça peut être très irrévérencieux. J'ai aucun problème avec ça. Mais il y a beaucoup de gens pour qui faire la fête à quelqu'un, c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent. Et donc j'appelle chacun, sans viser personne, mais en appelant chacun, à bien mesurer ses propos, à bien mesurer le poids qu'a la parole. Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Merci d'être avec nous, avec Clémence Dièche qui réalise ce duplex. Vous avez entendu, Édouard Philippe, à l'instant, cette mise au point. D'abord sur l'aspect défaillance qu'on lui reprochait hier au gouvernement, sur la possible, effectivement, dissolution de ces associations. Et puis là, finalement, il vous interpelle, vous aussi, parce que il y aura le 5, cette fête à Macron, autour de François Ruffin. Oui, il nous interpelle, mais effectivement, ce sera une fête au sens premier du terme, c'est-à-dire que ce sera joyeux, festif, et je pense qu'il y aura d'ailleurs beaucoup de familles, beaucoup de militantes et de militants qui viendront, voilà, dans la joie et la bonne humeur. Et c'est peut-être ça qui embête le gouvernement finalement, parce que c'est lui qui tente de faire l'amalgame entre la mobilisation pacifique qu'on a toujours fait, qu'on a toujours organisée, ne serait-ce que le 23 septembre de l'année dernière, qui a été plutôt une réussite. On sait faire ces rassemblements là. Et c'est le gouvernement qui pratique cet amalgame avec le Black Bloc, avec lesquels nous n'avons rien à voir, mais strictement rien à voir. D'ailleurs, eux-mêmes ne sont pas du tout d'accord avec notre positionnement politique, avec ce que l'on fait politiquement. Et ils ont d'ailleurs eux-mêmes essayé d'infiltrer la manifestation du 23 septembre dernier, si vous en souvenez bien. Donc moi, j'ai pas de difficulté à condamner fermement la violence politique telle qu'elle est pratiquée par les Black Blocs et la violence politique en général, c'est-à-dire de quelque côté qu'elle soit. Et je voudrais dire d'ailleurs à la personne qui est là avec vous du Front National que je n'ai pas vu Marine Le Pen condamner Génération Identitaire suite à ce qu'ils ont fait de leur chasse aux migrants à notre frontière. Pire même, elle les a félicités. Alors, on peut nous faire le procès, mais nous, je pense qu'on condamne fermement la violence en politique. Je ne crois pas que ce soit la même chose du côté du Front National. Hugo Bernalicis, concrètement, donc pas d'ambiguïté, cette manifestation samedi, quand elle est titrée « La fête à Macron ». Pas d'ambiguïté, c'est ce que vous dites ce soir. Aucune ambiguïté. Et je peux même vous ajouter, au-delà du fait qu'il n'y ait aucune ambiguïté, que s'il y a des débordements, s'il y a de la casse, alors que nous sommes en lien étroit avec la préfecture de police, c'est que ce sera de la responsabilité du ministre de l'Intérieur. Et je le mets en garde. Et peut-être que même que je mettrai en cause si la manifestation ne se déroule pas bien. C'est lui-même qui a déclaré que oui, c'était de la responsabilité du ministre de l'Intérieur et du préfet de police que de garantir la sécurité des manifestants. Alors je le prends au mot. J'espère que notre sécurité sera garantie, ainsi que celui du mobilier urbain et des vitrines aux alentours. Sauf que quand vous titrez cette manifestation, quand vous la nommez la fête à Macron, vous pouvez imaginer qu'elle ne soit pas comprise de la même manière par toutes les personnes qui vont vous rejoindre samedi. Et que ça peut quand même échauffer des esprits qui sont déjà un peu... J'espère que vous rigolez. Non, j'espère que vous rigolez quand vous dites ça. J'espère que vous n'êtes pas sérieuse quand vous dites ça. Honnêtement, qui peut faire cet amalgame-là ? Qui peut faire cet amalgame-là? On verra samedi. Comment vous pouvez assurer aujourd'hui? Attendez, quand Gérard Collomb laissait planer le doute sur le fait que la France insoumise puisse être antisémite. Là, on n'a pas dit « Oh, Monsieur Collomb devrait mesurer ses propos parce qu'il pourrait inciter à la haine ou je sais pas trop quoi ». Hein, là, vous avez rien dit du tout. Quand Génération Identitaire fait sa mobilisation près de la frontière, là tout de suite, on prend beaucoup plus son temps pour dissoudre les associations. Moi, je ne veux pas de deux poids, deux mesures. Je veux une réponse ferme de l'État avec tous ceux qui sont violents et qui empêchent les manifestations de se dérouler en bon ordre. Une dernière question, Hugo Bernalicis. Cette mise au point néanmoins d'Édouard Philippe ce soir, avec cet appel à dissoudre les associations, cette reprise en main, elle est pour vous audible par les Français? Ça fait sens ou ça arrive trop tard?
Non mais qu'il le fasse, c'est très bien, mais ça fait plusieurs mois que notre collègue Muriel Ressiguet demande la dissolution de ligues d'extrême droite qui bloquent même des rues, qui font même des contrôles d'identité à l'intérieur des rues. Et il n'y a aucune action. Alors, s'il vous plaît, dites au gouvernement qu'il ne fasse pas deux poids deux mesures et qu'il soit égal dans son positionnement vis-à-vis des groupuscules qui sont violents. Merci beaucoup Hugo Bernalicis pour votre réaction ce soir en direct. Jordan Bardella, vous demandez, vous, la dissolution des groupuscules d'extrême gauche. Mais vous avez vu, c'est compliqué. La dissolution des groupes d'extrême gauche, pas de hiérarchie, difficile de les quantifier, difficile de les localiser. On voit bien que c'est un combat au fil des ans qui est compliqué à mener. Je crois qu'au-delà de la dissolution, il faut appliquer encore une fois une tolérance zéro à leur égard. Et je veux dire une tolérance zéro en matière de justice. Mais si vous voulez, beaucoup d'arrestations, si vous voulez, 43 oui, d'accord, mais enfin les arrestations, 7 gardes à vue levées. Tout à fait, mais les arrestations c'est bien, mais les poursuites en justice c'est encore mieux. Autant après une manifestation. Et pardon, mais les mêmes qui ont mis le bordel hier dans les rues de Paris sont les mêmes qui ont saccagé Notre-Dame-des-Landes, sont les mêmes qui viennent dans les facs pour inscrire des slogans anti-flics sur les murs de nos universités. Donc ce sont systématiquement les mêmes. Et moi je vais répondre aux députés de la France Insoumise parce que moi je trouve que la France Insoumise a régulièrement des propos orduriers et effectivement parfois on est quand même à la limite du respectable sur un point de vue démocratique et sur un point de vue du droit. Et je ne suis pas le porte-parole de Génération Identitaire ni leur avocat, mais l'action qui a été menée et qui visait notamment à démontrer l'absence totale de frontières nationales et l'absence totale du rôle de l'État dans la maîtrise des flux migratoires, cette action elle était légale. Or, l'action qui est en train d'être menée par des milices d'extrême gauche depuis des mois dans nos villes, on l'a vu pendant la campagne présidentielle où des militants antifa ont attaqué des meetings, des meetings présidentiels, eh bien tout cela est illégal et ça pourrit la vie démocratique. Une dernière question à tous les deux, Michel Soudé, Bruno Jeudi, rapidement. C'est aujourd'hui un test grandeur nature qui va se jouer dans 3 jours, le 5 mai, place de la République. Ce sera à la fois sur le terrain de l'autorité et du maintien de l'ordre que vont être testés Macron, Philippe Collomb. Absolument. Ce qu'a dit ce soir le Premier ministre doit être suivi des faits. Et les prochaines manifestations, à commencer par celle de samedi, elles doivent justement montrer que l'autorité et la fermeté seront bien appliquées dans cette manifestation et qu'il n'y aura pas de troubles et que les gens pourront manifester comme le prévoit ce droit fondamental. Donc, effectivement, ce soir, Édouard Philippe a engagé son gouvernement dans cette affaire. Et on conclut. Les manifestations précédentes organisées par la France Insoumise n'ont jamais donné lieu à des problèmes. Comme ça a été rappelé. Je pense que cette manifestation... Non, mais il y a d'autres manifestations. Oui, il y en a d'autres. Il y en a demain. Mais en même temps, on voit bien que Emmanuel Macron s'enferre dans son côté président des riches. Et là, je voudrais quand même dire que Édouard Philippe nous a énormément baladé en justifiant l'exit tax. Parce que, dit-il, ça a rapporté 70 millions d'euros depuis sa création. J'ai là le conseil des prélèvements obligatoires, le dernier rapport. Ça a rapporté en 2016 803 millions d'euros. Et au moment où les hôpitaux, les EHPAD, tous les services publics sont mal en point, faciliter l'évasion fiscale au point où veut le faire Emmanuel Macron, c'est quand même un gros scandale. Le président des plus que riches, c'est ce que vous dites ce soir. Vous partagez ? Je veux dire, à l'heure où on augmente la CSG, où nos retraités de plus en plus touchés par la précarité vont recevoir leur fiche de paye avec la CSG, oui, je crois que c'est particulièrement indécent que d'envoyer un énième symbole qui rapporte peu effectivement, mais d'envoyer un énième symbole de soutien aux hyper riches à l'heure où nous avons 10 millions de pauvres dans le pays. Merci à tous les deux, Jordan Bardella, merci Michel Soudé, Bruno Jeudi, on se retrouve dans un instant. Laetitia Avia viendra s'en expliquer d'ailleurs de cette exit tax dans un petit instant. On revient sur les propos d'Édouard Philippe. À tout de suite. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile. Les pains Jacquet, j'aime. Tu aimes. Nous aimons. Vous aimez. Ils s'aiment, leur meilleur blé. Merci les agriculteurs Jacquet. Jacquet, j'aime, ils s'aiment.
Votre vie est déjà assez mouvementée. Nouvelle berline Citroën C4 Cactus avec suspension à butée hydraulique progressive Citroën. À partir de 179 € par mois. Citroën. Croyez-moi, pas besoin de costume pour changer le monde. Hey! Pour changer le monde, gardez l'esprit ouvert, mettez-vous à l'aise et soyez prêts à tout. Rêvez d'ailleurs. De nouveaux horizons. Piloter de nouveaux projets. Retrouver son rythme. Dessiner un nouvel avenir. Cultiver ses talents. Nouvelle-Aquitaine, osez l'esprit nouvelle vague. Certaines choses ne changeront jamais. D'autres, oui. Car maintenant, avec le nouveau lave-linge Quick Drive, un cycle de lavage vous prend jusqu'à 2 fois moins de temps. Son tambour exclusif à double rotation vous permet un lavage plus rapide et sans compromis sur le soin de votre linge. Quick Drive, prenez soin de votre linge en 2 fois moins de temps. Et en ce moment, jusqu'à 200 € remboursés pour l'achat d'un lave-linge Quick Drive. Le Bon Coin, chaque jour, des millions d'échanges qui facilitent la vie des Français. 3 escape games inédits. 3 scénarios originaux. Mr. James, avec Renault Capture. Le Signal, avec Renault Kadjar. Le Collectionneur, avec Renault Koleos. Êtes-vous prêt à vivre un escape game hors du commun avec les SUV Renault ? Inscrivez-vous maintenant sur mission-suv.renault.fr. Élite Rencontre, le site de rencontre de référence pour célibataires ambitieux. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et revivez l'amour sur éliterencontre.fr. Périphérique, les secrets d'une mégastructure. Demain à 20h50 sur RMC Découverte. Comme ça, elle respirera mieux. Et c'est parti pour le tour du monde. Économiser sur tout, oui, sauf sur le beau. Un jour peut-être, même les gratte-ciels seront en bois. Moi, je préfère les jeux qui sont de la forêt. Pour moi, c'est le bois. Direct Énergie invente les heures super creuses. Entre 2h et 6h du matin, votre électricité coûte 2 fois moins cher que pendant la journée. Avec les heures super creuses, vous faites des économies même en dormant. Alors rejoignez Direct Énergie et profitez de votre compteur Linky pour faire encore plus d'économies. Un jour, je me suis pesée et ça a été le choc. Avec XLS Médical, perdez jusqu'à 3 fois plus de poids qu'avec un régime seul. J'ai perdu 10 kilos avec XLS Médical. Je me sens mieux dans mon corps. Osez XLS Médical et perdez du poids. Dispositif médical. Ce que vous êtes en train de voir, c'est la Citroën C3 de Martin. Elle aurait pu être aussi comme ça, ou bien comme ça. Et là, c'est Martin. Il aurait pu être comme ça, ou bien comme ça. Mais en fait, Martin, lui, il est plutôt comme ça. Citroën C3, avec 36 combinaisons de personnalisation et 11 technologies d'aide à la conduite. On aurait pu faire une voiture, mais on a fait une voiture pour vous. Citroën. Et elle, c'est Agathe. Elle a du style. Tout comme sa Citroën C3, série spéciale L. Gamme à batterie style.
c'est comme si c'était fait. Stihl, la performance est notre exigence. Et avec la nouvelle tondeuse à batterie Stihl, c'est aussi comme si c'était fait. Regardez News et compagnie avec Interflora, messager de vos émotions. Édouard Philippe était l'invité de Ruth Elkrief ce soir à 19h30 pour revenir sur les dégradations après ces manifestations du 1er mai. Nos invités pour en parler ce soir, Laetitia Avia, bonsoir, bienvenue. Vous êtes député La République En Marche de Paris, porte-parole de La République En Marche. Bonsoir Sébastien Huyghe. Les Républicains, député Les Républicains du Nord. Jean-Marc Bailleul, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure. Bruno Jeudi nous rejoint dans un instant. D'abord, le rappel des titres avec vous, Rachid. Et d'abord, Édouard Philippe qui nie toute défaillance de l'État lors des débordements d'hier. En aucune façon, il y a eu défaillance de l'État. C'est ce qu'a martelé le Premier ministre sur BFM TV, ajoutant qu'il n'excluait pas de demander la dissolution de certaines associations pour éviter de nouvelles violences. On peut dissoudre, en droit français, une association de fait. L'intérêt, c'est que dès lors que vous dissolvez une association de fait, vous avez une base juridique pour, lorsqu'elle se reconstitue, pénaliser ceux qui la reconstituent. Et je n'exclus pas que nous ayons à prendre ces décisions. Je n'exclus pas, et je n'exclus en aucune façon. Régulièrement, il arrive que la République le fasse, souvent pour des mouvements d'extrême droite, souvent pour des mouvements d'extrême gauche, car vous aurez remarqué que les extrêmes en la matière ont une très grande brutalité, et un respect de la loi qui est totalement inexistant. Ils sont toujours très choqués quand de l'autre côté on ne respecte pas la loi, mais quand c'est eux, ils trouvent ça très bien. Je ne m'interdis en rien de proposer au président de la République de le faire, bien entendu. Et au lendemain de la bataille d'Austerlitz, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits. En tout cas, les gardes à vue de 43 casseurs présumés ont été prolongés. 3 autres ont été déférés. En revanche, les gardes à vue de 2 majeurs et 5 mineurs ont ce soir été levés. Les cheminots reprennent leur grève qui a commencé ce soir et pour les 2 prochains jours. Pour demain, la direction prévoit un TGV et un Transilien sur 2, 2 TER sur 5 et un Intercité sur 3. Ce sera le 13e jour de cette grève en pointillé. Et puis les joueurs de l'Olympique de Marseille ont pris leur quartier à Salzbourg. Auparavant, ils avaient participé à un entraînement à Marseille, entraînement à l'issue duquel ils ont été acclamés par des centaines de supporters venus les encourager avant leur demi-finale retour de la Ligue Europa. Toute la ville espère bien sûr qu'ils gagneront leur ticket pour la finale. Notez en tout cas que demain, il y aura 2 éditions spéciales autour de cette rencontre sur BFM TV. D'abord 21h50 à la mi-temps avec Jean-Baptiste Boursier et les consultants football de BFM TV. Et puis, bien entendu, au coup de sifflet final pour le débrief de cette rencontre en espérant évidemment une qualification marseillaise. Ainsi va l'actualité. Place à News et compagnie, deuxième partie. Édouard Philippe a répondu aux questions de Ruth Elkrief tout à l'heure à 19h30. Y a-t-il eu défaillance de l'État compte tenu des violences hier en marge des manifestations du 1er mai? Évidemment, Emmanuel Macron le sait en Australie. Écoutez ce que disait le Premier ministre tout à l'heure. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, s'était rendu à la fois à la préfecture de police pour vérifier les conditions dans lesquelles la fin de la manifestation était pilotée et s'est rendu avec moi dans le commissariat du 13e arrondissement de Paris pour parler à une partie des forces de l'ordre qui avaient été engagées au cours de l'après-midi. Donc bien entendu, il y a un pilote. C'est pas parce que le président de la République part en voyage officiel en Australie et en Nouvelle-Calédonie, permettez-moi de vous rappeler que c'est un déplacement, exactement, qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Nous sommes là, nous gérons les choses, le préfet de police prend des décisions, le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur est à son poste, le Premier ministre également. Évidemment, votre réaction ce soir, entre autres, Sébastien Huyghe, un pilote dans l'avion, une stratégie de la part de l'État, il n'y a pas eu de défaillance et il y aura des dissolutions de ces associations. Est-ce que vous êtes contenté par la réponse ce soir d'Édouard Philippe? C'est très surprenant. Moi, la première chose qui me choque, c'est que le Premier ministre a reconnu qu'ils étaient au courant que des manifestations violentes auraient lieu, puisqu'il l'a dit lui-même, il y a eu une augmentation des nombres de forces de sécurité prévues pour encadrer cette manifestation. Donc, le gouvernement était au courant. Je ne comprends pas que, sachant qu'il y allait y avoir de la bagarre, le président de la République soit parti à l'autre bout du monde.
Alors, j'ai bien entendu. Vous avez entendu la réponse d'Édouard Philippe. J'ai bien entendu la réponse du président de la République lui-même. Dès avant la manifestation du 1er mai. À vos confrères. Donc, il était bien au courant que ça allait barder. Moi, je pense que la place d'un commandant en chef, c'est d'être devant ses troupes là où se passe la bagarre. Et donc, je dis, Emmanuel Macron aurait dû être en France pour les cérémonies du 1er mai, pour les manifestations du 1er mai, sachant qu'il y avait un risque de débordement flagrant. Il est à l'autre bout du monde. Parce qu'il pouvait y avoir potentiellement un risque, il aurait dû être là. C'est ce que vous nous dites. Un commandant en chef doit être à la tête de ses troupes. C'est lui qui a été élu président de la République. Et donc, il doit être là lorsqu'il y a ce risque. Sébastien Huyghe, il y a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur. La deuxième chose, oui, mais le commandant en chef, c'est le président de la République. C'est lui qui a été élu, c'est lui qui est responsable devant les Français. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'on s'aperçoit que Emmanuel Macron est faible finalement sur le régalien. Si on a des Black Blocs qui arrivent comme ça en nombre, c'est parce qu'ils ont vu qu'à un certain nombre d'endroits, je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à ce qui est en train de se passer à Bure, l'État recule. L'État a reculé sur la construction de l'aéroport. Il est en difficulté sur l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, alors même que l'aéroport ne se fera pas. Et il donne même des gages aux apprentis terroristes en leur donnant des parcelles pour rester sur place. Qu'est-ce qui s'est passé, Laetitia Avia? Ce soir, la communication d'Édouard Philippe, elle était nécessaire parce que les Français ont été très choqués par les images qu'on a vues défiler sur nos écrans hier après-midi. Évidemment, il y a une prochaine manifestation samedi 5 mai, la fête à Macron autour de François Ruffin à Paris. Il fallait reprendre la main très vite. Il fallait expliquer aussi la stratégie des forces de l'ordre. Pourquoi on ne les a pas vus intervenir? Pourquoi il s'est passé 45 minutes sans qu'il n'y ait pas eu d'intervention? Et là-dessus, Jean-Marc Bailleul, vous allez évidemment nous éclairer. Édouard Philippe a fait le job pour cette fois, mais attention, le 5 mai, vous allez être scruté, vous allez être évidemment attendu au tournant. Édouard Philippe est dans son rôle, et c'est son rôle en tant que Premier ministre, de venir expliquer l'action du gouvernement. Moi, je trouve assez particulier d'entendre aujourd'hui Sébastien Huyghe critiquer l'absence du président de la République, là où, sur d'autres événements, on pourrait critiquer une verticalité du pouvoir. Il y a une équipe gouvernementale, cette équipe est présente, le Premier ministre, le ministre d'État, et ils sont là pour assurer la sécurité sur notre territoire. C'est ce qui s'est produit hier. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a 3 ou 4 peut-être blessés légers, alors qu'il y avait 1200 personnes extrêmement violentes dans les rues de Paris. Et c'est cela le plus important, assurer la sécurité des personnes. Est-ce que c'était assurer la sécurité ou est-ce que c'était une stratégie de communication? J'entends par là que les manifestants, que les Black Blocs et les policiers ne se rencontrent pas pour qu'il n'y ait pas ces images d'une extrême violence sur les écrans télé. Ce n'est pas juste de la communication. Ah, c'est pas juste de la communication, c'est une part donc de communication, c'est ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde a été horrifié par ces images. Vous savez, moi, je suis élue du 12e arrondissement. J'ai reçu la liste des dégradations que nous avons eues sur l'arrondissement. Il y a énormément de choses, mais ce sont des dégradations les assurances vont matérielles. Et la responsabilité de l'État sera engagée pour ces dégradations matérielles. Mais le plus important, c'est qu'on n'ait pas aujourd'hui des forces de l'ordre qui aient été brûlées à vif. On avait quand même des personnes qui venaient avec un appel à la violence, qui venaient pour casser du flic, puisque c'est comme ça qu'elles se sont en tout cas prononcées. Alors, je vais revenir vers vous sur cet aspect-là, mais je voudrais vous interroger, Jean-Marc Bailleul. Le gouvernement préfère un peu de casse, donc si j'entends Laetitia Avia, Édouard Philippe, qui sera dédommagé par les assurances, que de risquer finalement un nouveau cas Rémi Fraisse. On s'en souvient, Rémi Fraisse, militant écologiste, le barrage de Sivins en 2014. Alors, même si on a des points de désaccord avec le gouvernement et le ministre de l'Intérieur sur d'autres sujets, là, il faut reconnaître, et j'ai interrogé et mes collègues des services de renseignement et les CRS, c'est quand même eux qui étaient sur le terrain, et c'est les plus à même de juger s'il y a eu une défaillance ou pas. L'année dernière, je rappelle qu'un an jour pour la loi travail, il y a eu des nombreux blessés, un CRS brûlé vif, des dégradations sans commune mesure. Et là, on a l'impression que c'est beaucoup plus grave ce qui s'est passé hier.
Et là, c'est ce qui fatigue les policiers, c'est la réaction des politiques et l'exploitation qu'on fait des images. Oui, il y a une exploitation des images qui donne une impression hier d'une grave violence des événements. Mais ils sont beaucoup moins graves que l'année dernière. Ayez l'honnêteté de le reconnaître. L'année dernière, on a eu des policiers, on a eu des manifestants gravement blessés. Il y avait effectivement beaucoup plus de Black Blocs hier qu'il y en avait l'année dernière, un an quasiment jour pour jour. Il n'y a pas de morts, il n'y a pas de blessés graves. Il y aurait pu avoir des stratégies, et vous avez eu raison de le dire, madame, il y a une stratégie du maintien de l'ordre. Il y a une stratégie. Et effectivement, dans une démocratie, allons voir ce qui se passe aux États-Unis, parce que souvent c'est un modèle. Dans les manifestations, il y a des morts, c'est quand même assez régulier. Le Mexique, n'en parlons pas. Il y a tout un tas de pays, la Russie. Nous, hier, il n'y a pas de morts et il y a une stratégie qui n'y ait pas d'affrontement. J'entends bien, mais cette stratégie, à tous les deux, M. Bailleul et Laetitia Avia, elle ne sera payante que si, et je vous donne la parole juste après, M. Huyghe, elle ne sera payante que si le 5 samedi, autour de François Ruffin et de cette manifestation, la fête à Macron, il n'y a pas de débordement. Et ça, il n'y a pas de garantie. Aujourd'hui, il y a deux choses complètement différentes. On avait nos forces de l'ordre qui étaient présentes hier avec une menace en face d'elles. Et ces officiers de police sont finalement indemnes. Et c'est ça le plus important. Donc c'est la première chose. C'est qu'on avait des personnes qui venaient pour une confrontation face aux forces de l'ordre et qui n'ont pas eu cette confrontation. Donc sur cet élément, il y a un succès de cette stratégie, de cette opération telle qu'elle a été menée hier. Mais succès ponctuel, succès ponctuel. Mais juste, Madame Avia, il y a juste un truc qui est... Je comprends vos explications et effectivement, il y a une stratégie policière. Donc en fait, il faut laisser ces gens-là manifester et par contre, ceux qui voulaient manifester pacifiquement, eux, ils n'ont pas pu manifester. Alors... Parce que là, il y a quand même un problème sur la possibilité de manifester en France. Le préfet de police a très bien repris la chronologie. Vous avez vu que la manifestation, elle a été scindée au départ. On a laissé d'abord une première partie. Mais tout à l'heure, justement, M. Huyghe semblait découvrir que les éléments, que la mobilisation de ces Black Blocs était connue. Oui, en effet, tout le monde savait qu'il y avait des risques. Il y avait eu un communiqué également du préfet de police qui avait donc travaillé avec les représentants pour définir un trajet bis sur cette manifestation. Et c'est ce trajet qui a été utilisé in fine. Donc le plus important, c'était de maintenir cette manifestation, mais dans des conditions plus saines. C'est ce qui s'est passé dans le meilleur des mondes. Moi, je suis très inquiet. Vous voulez quoi? Vous voulez une proposition? Ça faisait quand même un petit peu salon du Black Bloc hier. Les images, ils étaient là, ils ont posé leur banderole. C'est quand même assez choquant. Non, mais c'est une guerre d'image. Non, mais d'accord, mais avouez que c'est quand même choquant. C'est peut-être choquant. Mais vous connaissez la stratégie des Black Blocs. Moi, je veux bien toutes les leçons qu'on peut entendre des politiques. Non, mais là, je sors de l'état politique. Des analyses. Il n'y a pas de leçons à donner. Si, il y a des leçons. Personne n'a la vérité à gérer. Justement, c'est des gens qui sont en capacité de pouvoir se changer en une fraction de seconde, protégés par d'autres individus, de mettre du matériel en amont. Oui, les services de renseignement avaient prévenu qu'il y aurait des Black Blocs, etc. À partir du moment où ils sont en place, qu'on est dans un pays où il y a la liberté de manifester. Si on veut revenir, rappelez-vous, si on veut revenir sur la manifestation de Bastille, il y a à peu près un an, où on a filtré les gens, il faut le double d'effectifs de CRS et d'escadrons de gendarmerie. Hier, il y avait 17 compagnies de CRS, 5 escadrons de gendarmerie. On veut en mettre le double. Ok, on se met les moyens, on filtre. On interdit, comme au stade de foot, les sacs à dos. On fait une loi, et nous on la demande, une loi que M. Sarkozy n'avait pas poussée, puisqu'il avait quand même soumis l'idée, qu'on crée un délit, le fait d'être cagoulé. Oui, il faut créer ce délit. Parce que c'est très compliqué après de prouver qui a cassé. Eh bien, faisons cela. Mais on ne peut pas dire qu'hier, en fonction des circonstances, il y ait une faillite. Parce que quand on dit faillite de l'État, il y a faillite des services de police. Parce que c'est quand même les policiers qui sont sur le terrain. Vous savez que M. Macron soit là ou pas, alors, attendez, monsieur Huyghe, vous allez déposer aujourd'hui une proposition de loi anti-casseurs. Qu'est-ce que vous espérez concrètement? Parce que les Black Blocs, vous savez bien qu'on arrive même à peine à savoir qui on a dans ces groupuscules, dans ces associations. Ce que j'entends, c'est que tout va bien dans le meilleur des mondes, ça s'est bien passé, tout va bien. Il n'y a rien à faire. Moi, les images qui sont passées, que nos concitoyens ont vues en boucle sur toutes les télévisions, quel monde on prépare pour nos enfants? C'est ça la vraie question. Et comme on est faible sur le régalien, je donnais des exemples, Notre-Dame-des-Landes, Bure et vous dites qu'il y a une complaisance, vous dites quoi? Il y a une complaisance de la part de l'État? Non, ça veut dire que... Est-ce que c'est ça? On essaye, on dit ça s'est bien passé parce que finalement, on a laissé faire les dégradations. La réalité est là, on a maintenu
tant que faire se peut la manifestation, et on a laissé les casseurs casser. La question qui va se poser, c'est que demain, hier, ils étaient 1200, demain, ils seront 2500 la prochaine. Pourquoi ils vont venir sur les manifestations françaises? Parce qu'il y a faillite de l'État, parce que l'État est en retrait et laisse trop faire. Et je ne mets pas en cause les policiers, monsieur, en disant ça. Je mets en cause la manière dont sont organisées les choses. Les policiers répondent aux ordres qui leur sont donnés par leur hiérarchie. Mais vous voyez bien qu'il y a eu une stratégie. Ils ne sont pas en cause. Vous voyez bien qu'il y a eu une stratégie. Il ne fallait pas être au corps à corps finalement avec les Black Blocs. La stratégie qui a été utilisée, on peut se satisfaire du fait qu'il n'y ait pas beaucoup de blessés. Légers. Mais le problème, c'est qu'on prépare les problèmes de demain. Ça veut dire qu'on va avoir une montée en puissance de ces personnes qui sont ultra violentes et qui vont venir... Qu'est-ce que vous proposez alors concrètement, eh bien, monsieur Huyghe? Je pense qu'il ne faut pas les laisser se regrouper, qu'il faut éventuellement changer la loi. Je suis d'accord avec la proposition qui avait été faite par Nicolas Sarkozy pour pouvoir les mettre en cause. Et que s'il faut un filtrage, eh bien, il faut arriver au filtrage. Parce que moi, je ne veux plus qu'on ait... Parce que là, on n'a pas eu de drame. Mais un jour, vous aurez un riverain, un commerçant qui va sortir une arme, qui va vouloir se protéger et protéger ses biens, et là il y aura un drame, et là on va tomber sur celui qui aura tiré. C'est compliqué quand même. À Notre-Dame-des-Landes, avec 2500 membres de forces de l'ordre, ils ont bien du mal à évacuer... Mais pourquoi, quand même, Laetitia, il y a une question qui se pose, c'est qu'on savait qu'il y avait ces éléments perturbateurs, ces individus perturbateurs, on savait... extrêmement violents plus que perturbateurs. On le savait en amont de la manifestation. On les a laissés monter en puissance. Pourquoi est-ce que en amont, ils n'ont pas été interpellés? C'est quand même une question que les Français se posent. Parce qu'ils étaient complètement diffus au sein de 14 000 personnes et qu'à la fin, il y a un moment où ils montent... On les voit pourtant rassemblés et j'allais dire fortement reconnaissables. Oui, là c'est le moment où ils sont fortement reconnaissables. Mais c'est le moment où il faut justement les séparer du reste des manifestants. Vous évoquez Notre-Dame-des-Landes. Combien d'officiers avons-nous de blessés à Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que c'est exactement la même chose qu'on voulait hier? Absolument pas. Et c'est pour cela qu'une stratégie a été définie. Notre-Dame-des-Landes, l'état de droit est toujours pas maintenu. On va donner des terrains à des gens qui sont là complètement illégalement. Dans le projet, on laisse filer où est l'état de droit dans Notre-Dame-des-Landes. Il y a 3 déferments, alors qu'il est 3 déferments. Il y avait 1200 Black Blocs hier, a priori. 200 personnes en garde à vue. Ce soir, on tombe à 43 prolongations de garde à vue, 3 déferments, 7 gardes à vue levées. Ça fait un peu court, non? On se dit que des déferments, ça va... Enfin, on va obtenir quoi une fois ces déferments? Une décision. On va probablement... Après, il faut aussi faire confiance à notre système judiciaire qui va donc engager les poursuites, sanctionner. Et là, la réponse judiciaire sera extrêmement ferme. Évidemment, c'est cela aussi l'état de droit. L'état de droit, c'est pas la confrontation systématique entre les forces de l'ordre et des agitateurs, quitte à mettre en danger la vie de nos forces de l'ordre. Ce n'est pas en tout cas l'état de droit tel que moi je le conçois. Le plus important, c'est aujourd'hui d'avoir des sanctions les plus fermes possibles, de pouvoir poursuivre l'ensemble de ces éléments. Le Premier ministre a évoqué la possibilité donc de la dissolution de ces associations de fait pour pouvoir aussi mieux les poursuivre par la suite. Tout cela, c'est ce que l'on peut proposer aujourd'hui en tant que responsable politique. Alors, Jean-Marc Baillet, rapidement. Deux points. Pour qu'il y ait une sanction pénale, on a 2 propositions. Un, créer le délit et non pas simplement une amende lorsqu'on est visage cagoulé. Voilà. Donc ça évite d'avoir à trouver une preuve qui a cassé. Donc ça, c'est facile à faire. C'est une décision que tous les députés de bon sens peuvent prendre. Une deuxième proposition, c'est qu'on puisse marquer, comme ça fait dans certains pays, d'une couleur invisible ou pas, un truc indélébile qui est projeté par les forces de l'ordre sur les manifestants en tête de cortège. Donc on a la preuve qu'ils étaient présents. Donc c'est une preuve irréfutable et qui peut être condamnée devant un tribunal. C'est la deuxième proposition qu'on fait. En revanche, sur les associations, je suis un peu réservé sur la proposition, puisque les groupes d'ultra-gauche, par définition, contrairement aux groupes d'ultra-droite, ne sont pas des associations. Ils ne sont pas organisés en association. Ils ne sont pas organisés, c'est la limite du raisonnement. C'est horizontal. Il n'y a pas de leader identifié. Et là, c'est une grosse difficulté. Pour les groupes ultra-droite, oui, les groupes ultra-gauche, c'est beaucoup plus rien à voir, mais il existe des moyens juridiques de pouvoir identifier ceux qui se réunissent avec la notion de groupe, de réunion finalement de ces perturbateurs qui permettent justement d'identifier. Voilà. L'autre sujet évidemment, et je voudrais votre réaction à tous les deux, Laetitia Avia, évidemment François Huyghe, Sébastien Huyghe, pardonnez-moi. Emmanuel Macron qui fait la une de Forbes, tout sourire avec évidemment ce titre, qui veut supprimer l'exit tax, ce dispositif décidé par Nicolas Sarkozy pour lutter contre l'évasion fiscale.
qu'est-ce que Emmanuel Macron nous fait là? J'ai envie de vous demander, parce qu'on s'est demandé s'il n'était pas en train d'alimenter la petite musique du président des riches. C'est le bout du bout, là. J'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet aujourd'hui. Et il y a un objectif. L'objectif, c'est d'aider nos entrepreneurs. C'est de donner des signes positifs à nos entrepreneurs. Puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui créent des TPE, PME en France. Et ça fait partie aussi, moi j'en ai beaucoup de ma génération, qui ensuite vont développer des filiales ici et là à l'étranger. On a aujourd'hui cet élément, cette taxe, qui ne remplit pas les objectifs tels qu'ils ont été définis. Moi, j'ai entendu beaucoup de chiffres également sur votre plateau tout à l'heure. Oui, 803 millions d'euros, ne serait-ce qu'en 2016. Laissez-moi reposer sur ceux qui ont été donnés à l'Assemblée nationale en tant que parlementaire. Moi, je vais reposer sur ceux de l'Assemblée nationale. Pourtant, c'est le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires. C'est 73 millions. Je vais faire confiance à ce qu'on nous donne, aux informations qu'on donne aux parlementaires, si vous le permettez. Donc, 73 millions d'euros, ça ne remplit pas la promesse et ça a un effet dissuasif vis-à-vis de ceux qui créent de l'emploi en France, créent de l'emploi dans le monde, participent à l'attractivité de nos sociétés. Pourtant, les patrons, ils sont contents avec Emmanuel Macron. Le patron de Croissance Plus, il était tout à l'heure sur BFM Business, il a dit cette taxe, finalement, on veut bien la garder. On est déjà très bien lotis dans la France d'Emmanuel Macron. On va encore être montrés du doigt, nous les patrons, et au final, ça les arrange pas du tout. Alors, c'est une position. C'est pas que il est représentatif quand même. Ce qui est important, c'est le message, la dynamique que nous essayons de créer vis-à-vis de nos TPE-PME, qui sera portée également par le ministre de l'économie avec Pacte, le plan d'accompagnement pour la croissance, la transmission des entreprises. C'est un ensemble de mesures que nous faisons aujourd'hui pour celles qui représentent 95% de notre économie et qui ont finalement l'emploi entre leurs mains. Et alors, on peut, je vous sens un petit peu sceptique. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je prends un de mes camarades de promo. Il a créé une TPE, il a aujourd'hui 7-8 filiales dans le monde. Eh bien, écoutez, cette personne, il emploie énormément de personnes en France et ce sont le genre de personnes que l'on a envie d'accompagner encore parce que le meilleur vivier pour lutter contre le chômage, eh bien c'est l'emploi et cela réside dans nos TPE, PME. Sébastien Huyghe, votre ami, il sera plus incité à aller à l'étranger parce que l'exit tax sera supprimée que si elle demeurait. Non, mais malheureusement, là les mécanismes aussi, d'optimisation fiscale existeront toujours. Le problème sur lequel on est, c'est que Emmanuel Macron l'a toujours dit, il veut privilégier les premiers de cordée. Sauf que notre pays n'est pas fait que de premiers de cordée. Et donc, il faut répartir équitablement la charge. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron a décidé de s'attaquer aux classes moyennes. La CSG supplémentaire pour les retraités, c'est 22 milliards et demi de suppléments de CSG sur l'ensemble des Français. Et alors que là, on avait 803 millions d'euros qui rentraient. On a supprimé des dotations aux collectivités locales. On a des problèmes dans les EHPAD. Et pourquoi supprimer cette taxe-là qui ne bénéficie qu'à un petit nombre de ultra riches? On verra la réaction de Nicolas Sarkozy, parce que c'est lui qui l'avait mise en place. On verra s'il réagit dans les prochains jours. Merci en tout cas. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus ce soir réagir sur ces dossiers. À suivre, Grand Angle, Jean-Baptiste Boursier et ses invités. Merci à tous.